chapitre le projet d'un Montcuq, 14e commune de France métropole en superficie. Je cite: 4 communes sont déjà partantes pour aller en ce sens. Il faudrait doubler la mise pour atteindre un niveau conséquent. Et pourquoi pas rallier à cette cause l'ensemble des communes de l'ancien canton, en tout cas toutes celles qui se sont tournées vers Montcuq. La commune nouvelle atteindrait alors les 4000 habitants. Si M. Caumont avait vraiment vécu à Valprion, s'était soucié de ses voisins, il aurait intégré que rares étaient ceux qui se sentent tournés vers Montcuq. Montaigu de Quercy, certes en Tarn-et-Garonne, exerçant une attraction plus naturelle. Je continue de citer une commune nouvelle en devenir autour de Montcuq, titré La vie quercinoise en avril 2015 par Jean-Claude Bonnemère, ouvrez les guillemets, Patrice Caumont, maire de Valprion, jouant le rôle de coordinateur, nous explique le sens de cette démarche, à ses yeux inéluctable, tel un avenir tout tracé. Point. Fermez les guillemets. On aurait pu espérer d'un rédacteur en chef un peu plus de répartie, au moins d'ironiser gentiment sur les conséquences d'un tel projet. Ces 16 communes de feu canton de Montcuq s'étendent sur 222,30 km², soit un Montcuq-le-Gros, 14e commune de France métropole en superficie. Ce Montcuq-là aurait été 2 fois plus étendu que Paris et ses 105 km². Il était naturellement du devoir d'un professionnel soucieux de l'information de mettre l'interviewé devant la réalité. Ayant rencontré les deux, abordé avec chacun l'autre, j'ai cru discerner entre eux une certaine familiarité. Point. À la question quel pourrait être le nom de cette commune nouvelle, le petit empereur en herbe évacuait toute discussion. Montcuq en Quercy blanc, tout simplement. Point. Et oui, tout simplement, circuler, le petit rapporteur tourne en boucle. Réussir la commune nouvelle à la taille d'un canton, certes l'ancien, aurait valu à M. Caumont une médaille, peut-être. Il m'a sûrement considéré rétrograde, aurait pu citer le sondage TNS Sofres, où 7 Français sur 10 sont favorables à la fusion des petites communes. Les sondages se manipulent facilement, et les conclusions témoignent le plus souvent de l'attente du commanditaire. Alors, quelle était la question et la réalité des réponses et du sondage? Sondage effectué par maire de grande ville. Date de réalisation 13 au 16 septembre 2013. Enquête réalisée en ligne auprès d'un échantillon de 1000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, méthode des quotas, sexe, âge, profession de la personne de référence, région, taille d'agglomération. Le jugement sur le regroupement des petites communes entre elles. Question. Il y a actuellement 36 000 communes en France, dont un très grand nombre de moins de 1000 habitants. Certains proposent de regrouper les petites communes entre elles pour former des communes plus importantes. Vous-même, que pensez-vous de cette proposition? Êtes-vous très favorable à cette proposition? 24%. Assez favorable? 44%. Assez favorable? 20%. Très défavorable à cette proposition? 12. Soit, en conclusion, total favorable 64%, total défavorable 32%. Le courrier des maires semble avoir consulté plus de données. Il résume 68% des sondés se disent favorables, dont 44% assez favorables, au regroupement des petites communes pour former des communes plus importantes. Le pourcentage est plus faible chez les résidents des communes de moins de 1000 habitants, 55% d'avis favorables, 45% d'avis défavorables. Et si on avait posé la question aux habitants des communes de moins de 500 habitants, quel citadin, et même quel rural, peut en connaître les conséquences sans avoir étudié le projet?
ce dont ne semble guère s'être soucié le coordinateur. Monsieur Caumont, tout en se prévalant d'être né ici, son père y ayant été instituteur quelques années, 6, ai-je entendu, sans en obtenir la confirmation, puis avait épousé la fille d'un maire, mais surtout apparu, ce monsieur Caumont, comme un homme pensant avoir réussi sa carrière et revenant appliquer ses méthodes chez les bouseux en fossoyeurs des patins. En avril 2014, leur dépêche le présentait biologiste de formation, diplômé d'HEC Paris, entre parenthèses CPA, patron de la filiale Veodoil France du groupe Castor, puis directeur de Renosol CA, groupe Vivendi, fondateur de 2 sociétés, consultant, Patrice Caumont, 62 ans, nouveau maire de Valprion, a un solide CV. Et interrogé, pourquoi avez-vous choisi de vous engager? Après une carrière passée en Île-de-France, je suis revenu il y a 18 mois à Valprion, le pays de mon enfance. Je me suis engagé par amour pour ce village, peut-être aussi par défi. Il faut faire bouger les choses, lutter contre l'immobilisme. C'était une citation. Il aime ce village, aimer c'est détruire. Il s'en est senti DRH ou maire. C'était des questions. Un monde disparaît et le pays a besoin de complicité pour le rayer discrètement de la carte. Entre guillemets, je cite, « Aujourd'hui, selon l'INSEE, 95% des Français vivent dans des communes sous influence urbaine, parmi lesquelles 65% dans un pôle urbain et 30% dans les espaces périurbains, soit respectivement plus de 42 et 19 millions de personnes. Les Français ne sont plus que 5% à habiter des communes en dehors de l'influence des villes. » Document du Comité interministériel aux ruralités du 13 mars 2015, préfacé par Sylvia Pinel, alors ministre du Logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. J'ai un chat, c'est pas noté dans le bouquin. Le 15 avril 2015, lors d'une petite éclipse d'informations durant leur grande grève, au journal de 9 h de France Inter, Estelle Schmitt présentait l'enquête publiée par l'INSEE. La France et ses territoires. On y apprend d'abord, Yann Galliec, que la France est surtout urbaine pour près de 8 Français sur 10. Et le chroniqueur d'enchaîner. Entre 1982 et 2011, la population urbaine a augmenté de 23%, soit presque 9 millions d'habitants supplémentaires dans les villes et les périphéries. Cette croissance concerne surtout les grandes agglomérations qui comptent plus de 400 000 habitants, notamment l'agglomération parisienne qui reste la plus attractive. Cette évolution démographique est liée à celle de l'emploi. On s'installe généralement là où il y a du travail. Cette enquête révèle enfin de fortes disparités territoriales en matière d'équipement et de services publics. Si vous habitez une commune rurale où la densité de population est très faible, il vous faudra en moyenne 50 minutes pour accéder aux urgences de l'hôpital le plus proche, au lieu d'un quart d'heure si vous vivez en zone urbaine. Il ne précisait pas fermer des hôpitaux et les ruraux partiront, ni autrement créer votre travail où vous êtes plutôt que de vous agglutiner dans les agglomérations. Lecture nécessaire de La France et ses territoires. Partie, une nouvelle approche sur les espaces à faible et forte densité par Christelle Aliaga et Pascal Eusebio et David Lévy. Nouvelle citation. Longtemps assimilés aux espaces agricoles, les territoires ruraux étaient définis en creux, comme non urbains. Avec le développement des villes, les liens des territoires ruraux avec celles-ci se sont intensifiés, que ce soit en termes d'emploi ou d'accès aux services et commerces. C'est désormais plus un cadre de vie qui définit les espaces ruraux, car ils peuvent se situer à la périphérie des villes. Pour tenir compte de ces évolutions, l'INSEE propose aujourd'hui une grille plus continue, fondée sur le degré de densité de population des territoires, selon une approche plutôt morphologique.
Elle est issue des travaux de la Commission européenne et rendue possible par la disponibilité de données à un niveau territorial très fin, celui des carreaux. Cette nouvelle grille d'analyse, combinée à des éléments sur les caractéristiques des habitants, leur activité, l'accès à l'emploi ou aux services et équipements, peut permettre des approches très riches sur les espaces très denses. Il est ainsi possible de mesurer l'éloignement et l'enclavement et de décrire ces espaces très divers. La grande majorité des communes, 90%, sont peu densément peuplées en France, pays où la densité est presque partout assez réduite. Ces communes ne regroupent que 35% de la population. Les plus faibles densités, communes très peu denses, concernent un tiers des communes et seulement 4% de la population. 3/4 des communes appartenant à des espaces très peu denses peuvent être considérées comme isolées, car éloignées de l'influence des villes. 3/4 des communes très peu denses sont également situées à plus de 10 minutes en automobile des services quotidiens. Ainsi, on passe des 35% de l'INSEE aux 5% de Sylvia Pinel. Tout se comprend. Ces 90% des communes semblent bien visées par la réforme de la commune nouvelle. 35% de la population devrait se sentir en danger. 95% de la population doit avoir accepté de vivre dans des communes sous influence urbaine. Et ainsi, les 5% vont disparaître. Non ? Selon le document de ce comité interministériel aux ruralités du 13 mars 2015, nouvelle citation, l'urbanisme qui a fortement marqué la société française s'est accompagné d'une homogénéisation des modes de vie et de consommation, comme des attentes des citoyens en termes de mobilité, de connectivité, de services d'égalité des chances. Tous pareils, tous agenouillés. C'était un petit commentaire, et la parenthèse était fermée, j'ai oublié de vous le dire. Mais vous l'avez compris. Une homogénéisation des modes de vie, certes, à la campagne également, vivre dans le respect de la nature devient une exception, si. Monsieur Jean-Pierre Bossineau, au Sénat, séance du 15 mars 2014, lors de l'étude du piège général, nouvelle citation. Évidemment, on a entendu de beaux éloges des élus de la commune cœur de la démocratie, à référence à 1789. Mais je considère, et le débat vient de le montrer, que tout pousse au contraire à la disparition des communes. C'est bien dans une période de destruction de la ruralité qu'ils ont agi. Pour comprendre la bienveillance de l'État, cet objectif final doit rester à l'esprit. Peut-on même conclure sur le cynisme d'État ou sur un cynisme d'État? Bien sûr, les exécutants en profitent, mais au moins ils auront nettoyé la ruralité, et si un jour ils vont trop loin, il sera facile de les mettre à la retraite. Par exemple, Patrice Caumont, si monsieur le préfet se fâchait d'avoir été roulé dans la farine. 3 petits points, car je vous en cause plus loin. Le projet pharaonique du petit empereur Caumont a échoué. Peu de témoignages sur le refus de suivre des autres. Sur celui du refus de Saint-Laurent-l'Olmy, dans la vie quercénoise, son maire, Didier Boutard, semble résumer la méthode utilisée. Citation. Pour pouvoir créer une commune nouvelle, à mon avis, il faut un équilibre entre communes afin que le budget et les investissements soient équitablement répartis entre ces dernières, ainsi qu'une relation de confluence entre les élus. Or, cette confiance n'a pas été respectée pour le projet de commune nouvelle de Montcuq, en raison du fait que les élus qui émettaient des doutes n'ont plus été conviés aux réunions préparant la constitution de cette nouvelle entité. Leur dépêche nota dans un article sur la construction de notre grande coquille, vendredi 25 décembre, le conseil municipal de Azkaban a voté contre l'adhésion à la nouvelle commune à une très large majorité, un seul vote favorable, arguant du fait que les délais étaient trop courts et que le projet manquait encore de maturité. L'étude de faisabilité a également été jugée incomplète. C'était en 2015, naturellement. Cette étude de faisabilité
Peut-être les électrices et les électeurs de Montcuq, Sainte-Croix, Valprion, Nebray et Belmonté l'auraient également considérée incomplète. Quant à Saint-Matré, alors que son adjonction constituait un événement majeur pour le Commun des Vœux 2018, on apprenait dans l'année que cette commune avait choisi de s'unir à des voisines de taille équivalente pour former Porte du Quercy. Oui, c'est le nom de l'union avec Fargues, le Boulevet, Sox pour un gentilé logiquement voué à devenir les portières et les portiers du Quercy. Mais finalement, ces trois refus témoignent-ils de la lucidité d'éviter une impasse? Dans l'interview aux propagandes de mai 2015, Patrice Caumont, après sa pédante tournure « Les discussions que nous avons entre élus montrent que la plupart d'entre nous ont conscience des réalités économiques qui s'imposent à nos modes de gestion. » Oui, ça c'est moi qui l'ajoute. Il ajoutait « Certes, il y a des réticences, mais elles viennent surtout de la part des élus les plus anciens. » Était-ce plus prosaïquement, tout simplement, un problème de personne? Chacun tient à son bout de gras. Ainsi, Landoux en Quercy, fusion de Azkaban Saint-Cyprien et Saint-Laurent-l'Aumy le 1er janvier 2018. Bernard Vignals en fut et en reste le maire. Oui, Landoux, drôle de nom. Oui, répondit l'écho. Au conseil communautaire du 16 avril 2014, Bernard Vignals, maire de Azkaban, fut élu premier vice-président, désigné successeur par certains dans l'hypothèse où Jean-Claude Bessou ne terminerait pas son mandat. Finalement, c'est en 2020 que Bernard Vignals accéda à la présidence de la communauté de communes du Quercy-Blanc. Christian Bessières, maire de Saint-Matré, est également devenu maire de Porte du Quercy. Quant à Didier Boutard, alors maire de Saint-Laurent-l'Aumy, il aurait proclamé le 16 avril 2014 à la réunion du premier conseil communautaire à Cézac: « Vous me connaissez, je suis animateur sortant de la Comcom de Montcuq », en se trouvant en concurrence pour la 7e vice-présidence avec Alain Labarre, maire de Montcuq, qui, entre guillemets, nouvel élu, motivé pour plusieurs points, se présente pour la parité des élus intéressés par l'urbanisme, où le premier l'emporta 20 contre 16. Information issue du blog de Charles Farini, entre parenthèses, décédé en août 2015. Monsieur Caumont m'avait également relaté en 2014 cette réunion où, d'après mes souvenirs, il ne m'avait guère semblé apprécier les compétences du cousin de Madame Maury. Peut-être avait-il même considéré qu'à chaque parole il affichait sa, disons, légèreté. En 2015, Didier Boutard n'est plus que deuxième adjoint de Landoux en Quercy et maire délégué de Saint-Laurent-l'Aumy. La logique mauritanienne ayant propulsé le maire des Encubés au siège de deuxième adjoint communautaire en charge du patrimoine. Il fallait bien lui accorder une responsabilité, et quelques semaines après la vidéo sur la chute de notre plus belle Gariotte, le patrimoine constituait le pied de nez idéal à la voie de la déontologie. Et pourquoi pas la culture? Car madame la première adjointe des Encubés la conserve, oui. On peut expliquer le clientélisme dans toute sa laideur quercinoise et conserver ses prérogatives. C'est ainsi. 3 petits points. Oui, c'était long cette partie. Montcuq, troublant. Quelques chapitres en audio, lecture par son auteur, donc en vidéo avec quelques photos. 228 pages pour la version en papier. Réalité de Montcuq en Quercy-Blanc, commune nouvelle, l'Autoise.